Ce soir à l'émission, une plantation de bananes à Saint-Eustache. Les rendre vraiment plus rustiques pour qu'ils t'officient. Et Liquidation Marie, une épicerie à petit prix. On est capable de l'offrir vraiment pas cher à la clientèle. En entrevue, je reçois Annick Lorrain qui nous parle du BD reportage Vivre à Mirabel, les défis de la vie citoyenne et communautaire en 12 portraits. Vraiment rendre accessible ce message-là, les enjeux que les citoyens vivent et aussi que les organismes communautaires vivent au quotidien. Je m'entretiens également avec Sophie Renaud sur les défis émergents de la proche aidance pour les entreprises. On dit qu'il y a 46 des proches aidants qui sont en emploi présentement. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous fait le portrait du lutteur Yane Harrison. TVA Sport, Pat Laprade m'a élu recrue de l'année. Bienvenue à Accès local. Mercredi 19 mars 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a maintenant des bananes qui poussent à Saint-Eustache. La nouvelle est devenue virale. Vous êtes allé voir comment ça se passait. Oui, Claude, c'est la pépinière Éco-Verdure qui est établie à Saint-Eustache depuis 38 ans, qui vend des vivaces, des plantes annuelles et d'intérieur, ainsi que des bassins aquatiques, qui se spécialisent maintenant en plantes exotiques. C'est la fille du propriétaire Jacques-Claude, Myriam Claude, qui sera elle-même bientôt copropriétaire de l'entreprise familiale, qui a décidé de se lancer dans ces expériences. Mais c'est pas nouveau que cette pépinière-là utilise les bananiers. Non, les bananiers sont vendus aux clients comme des plantes décoratives depuis de nombreuses années, mais ça fait 3 ans maintenant que Madame Claude expérimente avec la culture de bananes et en vend en petite quantité aux clients. Par contre, à partir de la semaine prochaine, la culture prendra une plus grande ampleur. Myriam Claude recevra 140 plants de bananiers qu'elle installera dans une serre qui n'est pas encore utilisée pour le moment et qui sera donc utilisée pour faire pousser des grandes quantités de bananes. Et comment ça fonctionne, la culture des bananes? Alors, elle est assez rapide, cette culture. Il ne peut s'écouler que quelques mois entre la plantation et la récolte des bananes. Madame Claude nous en dit plus à ce sujet. Le bananier en tant que tel, il y a un tronc principal, puis il va y avoir plein de bébés qui vont sortir au bas du tronc. Fait que le tronc principal va faire son régime de bananes. Quand le régime va être récolté, on coupe le gros tronc principal, puis c'est un des bébés qui va être plus fort qui prend le relais. Mais si on laisse tout ça aller éventuellement, on peut avoir 5 troncs en même temps qui vont faire des régimes de bananes. Chaque régime de banane peut compter jusqu'à 250 fruits. Si on multiplie ça par les 140 plants attendus et qu'on imagine que chaque plant peut avoir jusqu'à 5 troncs, ça donne 175 000 bananes potentielles, ce qui est assez énorme. Et quelles conditions doivent être réunies là, pour que les bananes poussent ici? Alors, les bananiers demandent un assez haut niveau d'humidité. Les serres sont réglées à 51 % d'humidité chez Éco-Verdure. Il faut une bonne température intérieure aussi. Donc, dans les serres de la pépinière, ça fluctue entre 15 degrés Celsius la nuit et ça peut aller jusqu'à 40 degrés en journée. Bien sûr, à l'extérieur, c'est une autre paire de manches, mais il existe des techniques expérimentales pour faire survivre les bananiers à l'hiver québécois et sur le long terme, c'est ce à quoi travaille Madame Claude. Ici, on voit des bananes comme on connaît à l'épicerie, mais Éco-Verdure a aussi commandé des bananes bleues, des bananes roses et des bananes Gros Michel, donc toutes sortes de variétés pour expérimenter comment elles pourraient être cultivées ici. Et c'est pas le seul projet innovant sur lequel cette pépinière-là travaille. Non, on parle beaucoup de bananes, mais Myriam Claude effectue des tests avec toutes sortes de fruits exotiques, des papayes, des kumquats, des grenades, des limes, des citrons et des calamondins. Elle a aussi des idées de grandeur, donc la culture de vanille, d'avocati et de corossol aussi, elle nous en dit davantage. En ce moment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, oui, on arrive pas mal dans le bon temps. Puis, mais c'est des projets que j'avais depuis longtemps. Puis, on veut une épicerie locale, que les gens savent ce qu'ils mangent. C'est important, autant pour nos maladies et tout ça. De voir où le plant pousse, je pense que ça vaut beaucoup. Alors, on est vraiment dans l'air du temps là, avec cette idée de cultiver localement des produits qu'on ne pouvait obtenir que par l'importation. Oui, cette année, la publication Facebook annonçant le début de la vente des bananes a eu beaucoup de succès. Elle a été partagée plus de 700 fois, donc on peut expliquer ça entre autres par l'engouement actuel pour la consommation locale. Madame Claude nous dit ce qu'elle en pense. Le pawpaw, tout ça commence à être bien populaire, là, l'assimilé, trilobé, puis là, on va pousser un peu dans cette culture-là, puis de les rendre vraiment plus rustiques pour qu'ils t'officient.
Donc, on est vraiment dans l'innovation. Pour ce qui est de l'engrais utilisé pour faire pousser les bananiers, ce sont les déchets des coilles, donc les poissons des bassins qui sont réutilisés. Madame Claude veut même qu'éventuellement, les bâtiments soient chauffés à la biomasse. Et la première récolte, c'est pour quand? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller acheter nos bananes à Saint-Eustache? Alors, dans les prochaines semaines, les quelques grappes disponibles pourront être achetées à 5 $. Mais si vous êtes un peu patient, il y aura des grandes quantités de bananes disponibles grâce à ces nouvelles serres dans 8 mois. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'une épicerie à petit prix. À plus tard, Claude. Les policiers de l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes à feu Montréal, coordonnés par la Sûreté du Québec, ont mené une opération visant à lutter contre le crime organisé, le trafic illégal d'armes à feu et le trafic de stupéfiants. 3 hommes et 2 femmes âgés entre 31 et 47 ans ont été arrêtés et interrogés par les enquêteurs au terme de cette opération menée à Kanesatake. 4 d'entre eux ont comparu au palais de justice de Saint-Jérôme pour répondre à des accusations liées à la possession d'armes à feu et au trafic de stupéfiants. En commission parlementaire ce mardi 18 mars, la mairesse de Blainville, Lisa Poulin, a demandé le retrait du projet de loi 93 qui forcerait son administration à se départir d'un terrain à haute valeur écologique au profit de l'usine Stablex spécialisée dans le traitement et l'enfouissement de matières résiduelles dangereuses. Des arguments économiques, environnementaux et constitutionnels ont alors été avancés. La CMM, l'Union des municipalités du Québec, l'Union des producteurs agricoles, de nombreuses municipalités, de même que plusieurs groupes de protection de l'environnement appuient les efforts de la Ville dans cette démarche, tout comme les nombreux citoyens qui ont manifesté devant l'usine samedi dernier. Hier, une pétition en ligne avait d'ailleurs récolté plus de 23 000 signatures. Pour nous faire comprendre certains enjeux, il est parfois nécessaire qu'on nous fasse un dessin. C'est le pari que fait la Corporation de développement communautaire de Mirabel avec le BD-reportage Vivre Mirabel, les défis de la vie citoyenne et communautaire en 12 portraits, réalisés avec la BDiste Juliane C.L. La directrice de la Corporation, Annick Lorrain, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Madame Lorrain. Bonsoir. Alors, c'est un très beau projet que vous nous présentez là. Dites-moi d'abord comment est apparue cette idée d'utiliser ce médium-là pour répéter un message qui, on va se le dire, n'est pas toujours entendu. Bien, en fait, à la Corporation de développement communautaire, une de nos missions, c'est de faire connaître les enjeux du milieu communautaire auprès des citoyens, de la population en général. Et l'idée de la BD est venue pour vraiment rendre accessible ce message-là, les messages, les enjeux que les citoyens vivent et aussi que les organismes communautaires vivent au quotidien. OK. Bon, concrètement, le projet dont on parle, c'est une bande dessinée documentaire qui met en lumière les enjeux qui sont vécus par les organismes. La première proposition porte sur ce qu'on appelle la paperasserie. C'est un enjeu majeur, ça, pour les organismes, Madame Lorrain? En effet, c'est vraiment un grand enjeu qu'on vit au quotidien parce qu'on a de nombreuses subventions. On fonctionne souvent aussi par projet. Donc, on fait des demandes de subventions pour avoir des projets, mais vient avec ça des redditions de comptes. Donc, il faut rendre des comptes sur l'argent qu'on a utilisé pour nos projets. Et ça, ça nous prend beaucoup de temps à faire ces redditions de compte-là, de remplir les papiers pour le gouvernement, de sortir les factures, par exemple, et de faire toute la comptabilité qui entoure aussi les projets et nos redditions de compte. Là. Des enjeux, donc, qui sont illustrés, il y en a 12, là, je les nomme rapidement, sous-financement, ressources humaines, sécurité alimentaire, famille, aînés, adolescents, santé mentale, logement, climat. Chaque fois, la problématique est exposée sur une seule planche, en 10 ou 12 cases, et c'est absolument complet, c'est très impressionnant. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, on a une belle démonstration. Là. Oui, en effet. Puis avec la BDS, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment une recherche. Donc, on va aller rencontrer l'organisme. C'est 8 organismes qui sont mis en lumière au fil de nos BD, au fil des 12 enjeux. Et on rencontre l'organisme qui nous parle sous forme d'entrevue. Et ensuite, la BD la met en image, comme vous avez bien dit, l'enjeu pour bien le faire comprendre auprès de la population et des citoyens en général. Puisqu'on en parle, bon, cette BDiste-là s'appelle Juliane C.L. Pouvez-vous nous la présenter? Mais Juliane, en fait, on l'a découvert sur Instagram, sur ses réseaux sociaux, parce qu'on cherchait vraiment quelqu'un qui viendrait coller à ce qu'on voulait véhiculer comme image. Et aussi, son univers à elle, on l'aimait beaucoup, là, ses couleurs, la façon qu'elle avait d'exprimer aussi. Puis, elle est journaliste aussi, elle a une formation en journalisme.
Fait que c'était un côté qu'on aimait beaucoup parce qu'elle est capable de bien vulgariser les enjeux et elle pose des bonnes questions au bon moment pour pouvoir vraiment bien monter sa BD et le faire dans son univers à elle qui collait aussi au nôtre. Elle a une formation aussi en sciences sociales, si je me trompe pas. Donc, oui, exactement. Donc, elle comprend bien ces enjeux-là, pardon. Tout à fait. Et bon, vous dites que vous avez travaillé avec elle, elle a participé aux entrevues. Oui. Et après, comment ça se passe? Elle part avec tout ça, puis est-ce que, j'imagine qu'elle n'a pas totalement carte blanche, mais qu'on la laisse libre de créer parce qu'elle a sa signature quand même. En effet. Donc, c'est elle qui monte les entrevues, c'est elle qui va monter le canevas, les questions pour vraiment bien aligner un peu ce qu'elle veut aussi dire comme elle veut passer comme message. Elle a pas mal carte blanche. Ouais. C'est sûr qu'elle nous soumet après ses dessins puis les textes aussi. Mais les entrevues sont réalisées de façon que c'est super bien aligné puis c'est vraiment le message qu'on veut passer puis elle arrive vraiment bien à le vulgariser, là. Donc, ses premiers jets sont souvent... la version 1 est souvent assez parfaite. Ah oui? Oui. Alors, comment elle va être diffusée, cette BD-là? En fait, partout sur nos réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook, il va y avoir aussi sur notre site Internet que les planches vont sortir de façon mensuelle. On veut aussi avoir un espace dans le journal local pour pouvoir diffuser la BD. Au terme de notre projet, on aimerait l'imprimer, donc faire vraiment un recueil avec chacune des planches. On a une page couverture aussi qui a été diffusée un petit peu avant la première planche. Fait que c'est vraiment le but, c'est que ce projet-là perdure dans le temps puis qu'il puisse rester aussi là, pour les citoyens. Ouais. Très bonne idée parce que la qualité artistique est là. En terminant, j'invite les gens à acheter un coup d'œil sur ce nouvel outil qui est très agréable à regarder puis qui contient de l'information qui est vraiment importante sur le milieu communautaire. Annick Lorrain, merci beaucoup d'avoir été là. Merci infiniment. Le maire de Saint-Hippolyte, Yves Dagenet, sollicite un deuxième mandat auprès de la population en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. Il sera accompagné d'une toute nouvelle équipe dont les membres seront dévoilés au cours des prochaines semaines. Monsieur Dagenet, hippolytois de 5e génération, cumule 16 années d'expérience en politique, soit 12 ans en tant que conseiller municipal et 4 ans en tant que maire. Selon lui, la priorité de son administration est la protection du territoire et de l'environnement. La deuxième édition du Panda LAN du Cégep de Saint-Jérôme se tiendra du 6 au 8 juin prochain. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril pour les équipes souhaitant concourir dans l'un des 4 jeux sélectionnés, soit League of Legends, Rocket League, Overwatch 2 et Super Smash Bros. Ultimate. L'événement est accessible aux joueuses et aux joueurs âgés d'au moins 16 ans. Plus de 180 joueuses et joueurs sont attendus pour cet événement de sport électronique. Étrangement, le français a mis très longtemps à s'implanter et à s'uniformiser en France. En effet, les différents dialectes, qu'on appelait patois, étaient parlés par un très grand nombre de sujets du roi de France. Quant au français, il était surtout concentré autour de Paris, puis Versailles, et invariablement parlé par les élites. En fait, il faudra attendre longtemps pour que le français supplante finalement toutes les variantes linguistiques et s'impose comme langue commune en France. Inversement, la Nouvelle-France a rapidement adopté le français comme vecteur de communication, et ce, en dépit des différents lieux de provenance des colons. À ce chapitre, il est possible que les filles du roi, majoritairement originaires de Paris, aient joué un rôle important dans cette uniformisation. Évidemment, la survie collective et les nécessités quotidiennes ne sont sûrement pas étrangers non plus à ce phénomène, de même que l'utilisation massive du français dans les ports du vieux pays. Ainsi, l'ensemble de la Nouvelle-France parlait français à la veille de la conquête de 1760. Les mouets et les touets, issus du français de Paris, étaient la prononciation courante dans la colonie, tout comme en France d'ailleurs. C'est aussi le cas de certains mots comme « astar » ou « itou », qui sont depuis disparus du français de France. Toutefois, considérant la mixité des origines des colons, le français d'Amérique avait probablement ses propres codes qui commençaient déjà à le différencier de celui de la France. Avec la cassure entraînée par la conquête britannique, l'accent québécois et l'accent français, qui subit d'ailleurs les contre-coups de la Révolution, vont désormais évoluer en parallèle. Le lutteur Ian Harrison poursuit son ascension sur la scène de la lutte professionnelle et Maud Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit.
Yannick, comme tout bon comédien, tu as un nom de scène. Est-ce que tu peux nous le dire, c'est lequel et d'où te vient ce nom-là? C'est Ian Harrison. La raison pourquoi j'ai choisi ce nom-là, c'est très stupide. C'est juste parce que quand j'étais au secondaire, on était en profil hockey, puis les petits gars de hockey, on s'appelait tous par des noms anglophones. Puis moi, Yannick Brouillette, c'est pas très anglophone. Rendu à me trouver vraiment un nom de lutte, je trouvais que c'était unique. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça. Tu m'as fait connaître le sport de la lutte. J'aimerais que tu nous dises un peu comment ça a commencé pour toi, cette passion-là. C'est vraiment depuis que je suis tout petit, 3, 4 ans, 5 ans. Je regardais ça à la télé avec mon père. Puis il y a beaucoup d'enfants à cet âge-là qui veulent être dans la Ligue nationale de hockey ou dans la NFL. Moi, ça a toujours été la WWE depuis que je suis tout petit. Je me suis entraîné pendant 3 ans. Puis l'année passée, j'ai fait une tournée en Europe. J'ai lutté aussi aux États-Unis. Tu fais une carrière à l'international. C'est pas rien, surtout dans le sport au Québec. Comment tu as fait pour percer à ce niveau-là? Je voudrais pas dire que j'ai percé à l'international parce que je suis juste allé dans chaque pays une fois. J'aime penser que j'ai percé un peu dans la lutte au Québec. J'ai remporté des championnats comme à Thetford Mines, Victory Ring. Je suis champion là-bas. Je suis champion par équipe au sommet de la lutte à Hawkesbury. Ben, les sacrifices, c'est sûr qu'il y en a tous les jours. Les choix de mon alimentation, le temps que je passe dans le gym. Et c'est surtout aussi toute la route que je fais. Il faut savoir que quand j'étais prêt à commencer à lutter, c'est là qu'il y a eu la pandémie. Ben, j'ai eu 2 ans supplémentaires pour m'entraîner sans avoir été vu nulle part au Québec. Fait que quand j'ai commencé, au lieu que ça fasse 1 an que je luttais, techniquement, ça en faisait 3. Fait que j'ai eu un plus gros impact quand j'ai fait mes débuts. Fait que TVA Sport, Pat Laprade m'a élu recrue de l'année. Le but, c'est de continuer dans cette vague-là puis d'en gagner d'autres. Et justement, quels sont les prochains événements? T'en as un tout près là, en fin de semaine. Dans le fond, j'ai plusieurs spectacles à toutes les fins de semaine, y compris dans la région à Sainte-Thérèse ce samedi à la NCW. Mon palier en ce moment, mon objectif numéro 1, c'est de décrocher un contrat de développement indépendant avec la WWE. Ce que ça me donnerait, ça serait du support, de la formation, puis un peu la WWE qui m'étampe son logo puis son nom sur moi. Puis ça peut mener à un contrat plus tard. Fait que c'est ça en ce moment que mon objectif numéro 1 que je travaille. Et justement, quand on parle de spectacle, on en parle d'un en particulier. Tu as été sur la plateforme Netflix pour justement un des shows. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton expérience puis aussi sur le spectacle en général? Dans le fond, il y avait 38 000 personnes, puis c'était streamé en live sur Netflix devant la planète. Moi, j'étais là dans un rôle d'extra. C'est quand les lutteurs ont besoin d'ambulanciers ou d'acteurs de faux, de médecins ou des choses comme ça, ou des comédiens. Moi, j'étais agent de sécurité pour cette fois-là. Mon rôle était de séparer 2 lutteurs. J'ai écopé de la prise de finition de mon idole d'enfance en plein milieu du ring devant des millions de personnes. Fait que ça s'est vraiment passé. Ça a vraiment dépassé mes attentes. Pour d'autres jeunes qui nous écoutent ou qui aiment ce sport, comment est-ce qu'on réussit justement à avoir une ouverture à ce niveau-là? Est-ce que tu avais un contact ou comment ça s'est déroulé pour que tu aies ce contrat-là? Bien, pour la WWE, il n'y a pas vraiment de gens en contact au Québec. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi un recruteur. J'ai assisté à son séminaire à Montréal, j'ai assisté à son séminaire à Toronto, puis la semaine d'après, je suis assisté au même séminaire au New Hampshire. Il a vu ma persévérance, puis il a décidé de me donner une chance. Aussi facile que ça, la persévérance, c'est vrai que c'est toujours la clé. C'est quoi l'importance, justement, d'avoir une inspiration? Parce que je suis certaine qu'un jour, c'est toi qu'on va regarder, tu vas être l'inspiration. Mon idole depuis que je suis tout petit, c'est Randy Orton, la personne qui m'a donné sa prise de finition. Mais j'ai un autre idole aussi, il s'appelle Kevin Owens. C'est parce que lui, il est québécois, il vient de la Rive-Sud à Marieville. Puis il a travaillé, il a persévéré pendant des années dans les circuits indépendants avec pas beaucoup d'argent. Puis il est rendu au top de la WWE. Puis ça, c'est une très grande inspiration parce que je me dis que si lui était capable de le faire, moi aussi je suis capable de le faire. Allez à la rencontre de Yannick aka Ian Harrison. C'est un athlète rempli d'énergie et de détermination. Je vous invite à l'encourager, le supporter. Tout votre appui dans ses projets vont l'emmener à atteindre son objectif. Moi, je vous dis à la prochaine.
Cible Emploi et l'Entraidant unissent leurs savoirs dans un projet commun appelé Ensemble pour aider. Il s'agit d'un parcours destiné à soutenir les entreprises qui font face aux défis émergents de la proche aidance. J'en discute avec Sophie Renaud, chargée de projet chez Cible Emploi. Bonjour, Madame Renaud. Bonjour. On a souvent parlé sur ce plateau de la réalité de la proche aidance du point de vue des individus. À mon sens, c'est la première fois qu'on en parle comme un enjeu qui touche les entreprises. Alors, dites-moi quels sont pour elles les impacts de la proche aidance. Bien, en fait, c'est vrai que c'est un enjeu qu'on aborde plus souvent au niveau parce qu'il y en a beaucoup de personnes proches aidantes. Au Québec, c'est une personne sur trois qui est proche aidante. Et parfois sans même le savoir. Exactement. 33% de ces personnes-là ne le savent pas qu'elles le sont. Donc, là, ce qu'on constate au niveau de l'emploi, c'est que il y en a beaucoup de personnes proches aidantes qui sont en entreprise et là, on en voit de plus en plus. Et là, on constate que les entreprises ne savent pas nécessairement toujours comment aborder ça. Ça engendre des défis au niveau de la gestion, de l'organisation. Et là, on se rend compte qu'il y avait un besoin peut-être d'aller ajouter de la sensibilisation, de l'information pour les entreprises parce que justement, là, il y en a beaucoup. Là. Mais comment c'est venu à vos oreilles, ça, que les entreprises vivaient ce genre de défis? Ce sont elles qui vous ont approché? Bien, en fait, c'est qu'en étant dans la proche aidance à temps plein, on le constate, on dit qu'il y a 46% des proches aidants qui sont en emploi présentement et à force d'en parler puis qu'on voit l'intérêt que ça suscite, ben là, on se dit, puis ce qu'on entend le plus, c'est je sais pas quoi faire. Les entreprises nous disent, mais je sais pas si j'ai des proches aidants, je sais pas quoi faire. On est habitué de parler de conciliation travail-famille, mais d'inclure la proche aidance dans la conciliation, ça fait pas encore partie du vocabulaire. OK. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un problème émergent, là. Parce que c'est pas d'hier, là, la proche aidance. Là, mais non. C'est plus récent qu'on le ressent dans les entreprises. C'est ça. Puis là, on s'est attardé beaucoup à faire reconnaître, aider les gens à se reconnaître, mais maintenant, là, on s'attarde aux impacts que ça a dans tous les milieux de la vie, dont le travail. Il y en a quand même beaucoup d'impacts, là, autant pour la personne proche aidante que pour l'employeur. Donc, pour répondre à toutes ces problématiques-là, vous proposez un parcours qui s'appelle Ensemble pour aider. Oui. Ça s'adresse aux gestionnaires en ressources humaines, aux employés proches aidants, aux entreprises, bref, à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à leur offrir? Bien, dans le fond, on est en partenariat avec un organisme des Laurentides qui s'appelle l'Entraidant, qui est un organisme spécialisé en soutien psychosocial pour les personnes proches aidantes. On trouvait ça important de s'associer avec un organisme qui offre ce service-là parce que la proche aidance, ça l'englobe beaucoup de choses. Chez une personne, ça touche beaucoup de sphères de sa vie et c'est impossible des fois à juste compartimenter une section. Donc, on a créé ensemble un parcours dans le fond, qui commence par une formation aux gestionnaires pour leur apprendre un peu à mieux reconnaître qu'est-ce que c'est la proche aidance, c'est quoi justement les impacts et aussi leur offrir des solutions, des pistes, là, puis dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos employés. J'en ai-tu des employés proches aidants? Si j'en ai, comment je fais pour les aider? Engager le dialogue et tout. Ensuite de ça vient on leur propose d'aller en entreprise pour faire une conférence à leurs employés, pour les aider à se reconnaître et les diriger vers des ressources s'ils ont besoin, parce qu'une personne qui ne sait pas qui l'est va pas chercher de l'aide, puis ça, c'est pas mieux non plus. Ensuite, on offre le portrait, d'aller faire un portrait de l'évaluation de la situation de proche aidance en entreprise. Souvent, c'est un sujet qui peut être inconfortable, des fois tabou, mais nous, on arrive, on est neutre, c'est anonyme, fait qu'on peut évaluer un peu c'est quoi la situation en entreprise, c'est quoi les besoins des employés, puis après, on peut arriver avec des recommandations, des fois très simples, puis je dois mentionner que tout ça, c'est gratuit. C'est ça. Donc, c'est pas compliqué, c'est gratuit, c'est pas lourd sur le plan administratif et c'est aussi un service qui est fait sur mesure pour chaque entreprise. Oui, parce que comme j'ai oublié de mentionner aussi tantôt, c'est que suite à l'évaluation du portrait de la proche aidance, on est aussi en mesure d'accompagner les entreprises à implanter parce que l'objectif, ce qu'on aimerait, c'est qu'à la fin du projet qui se termine l'année prochaine, en octobre 2026, ce qu'on aimerait, c'est que toutes les entreprises qui aient participé à notre parcours aient au moins implanté une mesure concrète en lien avec la conciliation proche aidance travail. Et on réserve à toutes ces entreprises participantes-là une belle surprise, une activité de reconnaissance que je ne dévoilerai pas tout de suite, mais je pense que l'objectif, c'est que nos belles entreprises et organisations des Laurentides puissent devenir des modèles d'inspiration auprès de toutes les autres entreprises du Québec au niveau de la conciliation proche aidance travail. Les inscriptions sont en cours actuellement? Est-ce que vous avez déjà des entreprises qui... Oui, on en a qui ont démontré beaucoup d'intérêt. On peut aller sur le site de Cible Emploi dans le volet services aux entreprises. Il y a une page très complète qui explique le projet. On peut aller aussi on peut aller s'inscrire à partir de là. Et on a des cohortes qui commencent en avril.
avril, on en a une en mai, une en juin, puis après ça, on prend une petite pause pour l'été, puis on revient à l'automne pour septembre, octobre, novembre. Donc, ce qu'on souhaite aussi, c'est que plusieurs entreprises de différents secteurs se rejoignent ensemble durant une cohorte pour qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, leurs défis, puis que ça génère des belles discussions puis des beaux résultats. Ben, on vous souhaite le meilleur succès avec ce beau projet. Sophie Renaud, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invitée. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Il y a une chaîne d'épicerie qui a beaucoup de succès en ce moment dans la province. Ça s'appelle Liquidation Marie. Il y a une succursale qui vient d'ouvrir ses portes à Saint-Jérôme. Oui, Claude, j'y suis allée un vendredi matin. C'était très achalandé, mais la propriétaire m'expliquait que c'est toujours comme ça. C'est une épicerie à petit prix et en ce moment, bien sûr, ça attire beaucoup d'intéressés. Je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Dans le fond, je suis partie en congé de maternité. J'avais un autre travail. Je travaillais à la SAQ dans le temps, il y a quelques années. Puis le travail, conciliation, famille-travail, c'était pas vraiment possible. Fait que de fil en aiguille, je suis partie de mon sous-sol à la maison avec mes 2 enfants, encore bébés dans la balançoire, en vendant des choses, d'articles de bébé que j'avais plus besoin nécessairement. Fait que de là est venue l'idée de dire, les gens ils veulent vraiment économiser. Fait que de fil en aiguille, je me suis mis à trouver des fournisseurs. Puis c'est comme ça que j'ai parti ça sur Facebook, en fait. Puis après ça, Facebook a pris une ampleur vraiment grande. J'ai pris un local. Et puis là, tout a décalé vraiment. C'est vraiment parti d'un congé de maternité. Je suis rendue dans le fond, j'ai Saint-Zotique, Valleyfield, Mascouche, Saint-Jérôme. Et là, on ouvre Montréal et Repentigny. Saint-Jérôme, on a ouvert au mois d'octobre, le 24 octobre. Donc, c'est tout nouveau, là. Les compagnies, des fois, parfois vont m'écrire, on a des produits proches date, on a des produits qui sont expirés, est-ce que ça t'intéresse? Fait que souvent, c'est des courriels. Ça commence par des courriels. Puis là, on filtre, on regarde qu'est-ce que, on veut pas après plusieurs années. Moi, je connais un peu la clientèle, je connais un peu le style de stock qui fonctionne moins bien. Fait que de là, on négocie, on s'entend sur des prix, puis souvent, la beauté de la chose, c'est que tout ce qui est proche date, on le paye vraiment pas cher. Fait qu'on est capable de l'offrir vraiment pas cher à la clientèle, là. Le panier d'épicerie est rendu tellement cher que j'ai l'impression que les gens, ils arrivent plus, là. On peut pas couper, on peut couper sur une bouteille de vin, c'est un luxe. On peut couper sur des sorties, mais manger, on mange 3 fois par jour, là. Fait que, on peut pas vraiment couper là-dessus. Fait que les gens, j'ai comme l'impression qu'ils cherchent vraiment à en avoir plus pour leur argent en venant économiser ici, là. Il y a 2 sortes de réactions. Les gens qui sont vraiment outrés parce qu'on vend des choses expirées, déclassées. Puis il y en a d'autres qui disent, là, 40 ans, il n'y en avait pas de date d'expiration, là. Fait que, il y a le team date fraîcheur, date de produits déclassés, puis il y a le team de, oh mon Dieu, non, moi, je touche pas à ça. Fait que, il n'y a pas de zone grise, c'est vraiment un ou l'autre. Les gens sont rendus plus willing d'essayer quelque chose, mettons, un produit déclassé. Déclassé, c'est une date fraîcheur. Ça veut pas dire que c'est plus bon après. Fait que, j'ai comme l'impression que là, le message véhiculé passe mieux. C'est malheureux parce que c'est le contexte économique, là, mais ça passe beaucoup mieux. Les gens sont plus intéressés à essayer. Les gens vont comparer énormément les prix. Tu disais, on paye, mettons, le double du prix pour quelque chose que c'est simplement la date. Quand ils l'ouvrent, à yeux fermés, à yeux bandés, là, c'est impossible quasi de trouver lequel est expiré, lequel ne l'est pas, là. Je dirais, les fruits et légumes, c'est vraiment populaire, là, je nous appelle les produits moches, là, c'est des produits, mettons, qui a un petit peu de travail à faire dedans, mais toutes nos viandes, nos fromages, des fromages, on a souvent des fromages, des yogourts aussi. Le yogourt, il est vraiment populaire. Fait que, j'ai pas nécessairement de produits ici, mais je dirais que tout l'ensemble de tout ça fait que les gens sont vraiment contents, là. Voilà, Claude, le magasin fonctionne beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Les nouveaux arrivages sont publiés sur la page Facebook des succursales et les clients intéressés se déplacent ensuite en magasin. Donc, de nouveaux magasins ouvriront prochainement aussi à Montréal et à Repentigny. Merci, Clara. On se revoit demain. Au revoir, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant. Je vous invite également à prendre connaissance de l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.